Salut Justine. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Tu sais que je me sens absolument pas légitime à dire ça vu que je ne suis absolument pas chez moi. Mais si, tu es chez toi. Merci, bien sûr, tu es chez toi. nous sommes chez YouTube. Ça faisait sens quand même avec voilà, ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je m'appelle Justine, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants. Un chien. Et n'oublions pas. chien. N'oublions pas Nous Birdie. en parlerons ensuite. Et Birdie. Je suis aujourd'hui la directrice générale de YouTube en France. J'ai un parcours dans le monde de la télévision et puis de la tech et du digital. Et je suis très heureuse que l'univers m'ait placée aujourd'hui là où je suis, parce que ça me permet de faire des rencontres extraordinaires, comme celle d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est trop chouette. Écoute, je suis obligée de rebondir sur ce que tu as dit. L'univers ne t'a pas placée là, Justine. Tu t'es placée là. C'est marrant parce qu'en plus, je me suis dit, tiens, est-ce que je lui poserais au début la question de Léa Salamé, Justine, est-ce que tu te considères comme une femme puissante? Ouais. Et en fait, tu y as indirectement répondu dans le sens où j'ai l'impression que tu fais porter ton succès sur, en tout cas, des critères assez extérieurs à toi. Est-ce que tu as du mal à réaliser, à revendiquer, je ne sais pas quel serait le terme, mais que si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à toi et à tout le travail que tu as fourni? J'étais pas en train de dire, voilà, que c'est l'univers qui a tout fait, mais je suis assez convaincue qu'à un moment, la vie nous donne des chances, des opportunités, que beaucoup de choses n'arrivent pas par hasard, que tout consiste à saisir ces opportunités ou ces signes. Et après, je sais que moi, je suis dans la manière dont je fonctionne, et peut-être on en reparlera, mais je me sens légitime par le travail. Et je suis une énorme bachoteuse, travailleuse, parfois même un peu laborieuse, pour pouvoir me sentir légitime d'appréhender des sujets. Donc, j'ai jamais eu l'impression d'être arrivée ici par hasard, mais je suis convaincue que dans ce chemin, il y a vraiment une part de l'univers qui fait que... En fait, c'est plus la notion de sens qui me ramène à la notion d'univers. C'est si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose dans la mission que je dois accomplir, mais comme chacun de nous, c'est l'opportunité de faire quelque chose, de changer quelque chose, d'avoir une signature sur quelque chose. Et c'est tout le sens, en fait, de ce que tu peux faire dans ta vie, dans ton job, dans ce que tu es, dans notre passage sur Terre. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peut-être du mal à trouver ce sens, ou en tout cas à trouver, tu vois, cette voie, comme tu as pu la trouver, voilà, qui ouvre une porte, puis une deuxième? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, notamment dans notre génération, qui ne se sentent pas forcément à leur place. Et ça peut être assez paralysant parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. C'est peut-être le défi le plus grand de trouver sa place. Et tu sais, donc, je te dis, j'ai 3 enfants. Ils sont ados et jeunes adultes. Je considère que mon rôle de parent, c'est de les aider à trouver leur place. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Moi, j'ai mis du temps à trouver ma place, à me sentir à ma place. Et c'est quelque chose qui, je pense, que t'es jamais arrivé. Enfin, ou c'est peut-être le danger quand tu te sens arrivé, en fait, tu n'es plus à ta place, tu vois. Mais je pense que vous êtes une génération, alors non plus, bon, on a un peu d'écart, mais il n'y a pas totalement une génération entre nous, mais je vois de grandes différences entre ta génération et les gens de mon âge. C'est que je trouve que, et pour rejoindre d'ailleurs, c'est vraiment ce que je vois côté youtubeur, vous avez une audace de tenter les choses, une audace d'entreprendre, et tu es un très bon exemple. Quand tu t'es lancée, tu étais, je crois, encore étudiante. Ouais. Hein. Très vite, tu t'es lancée sur YouTube avec plein de champs des possibles. Très vite, tu t'es dit, mais si je faisais ma marque de vêtements, tu l'as fait. Vous avez cette capacité à transformer l'essai et à tenter les choses que moi, je n'avais pas du tout. Et que je pense ma génération avait beaucoup moins, parce qu'on est en fait peut-être beaucoup plus une génération du devoir, drivée par des schémas, beaucoup plus de, tu vois,
alors c'est peut-être d'ailleurs, on en parlera aussi, mais peut-être beaucoup des filles, tu vois, mais je fais mon école, je travaille bien, ensuite je fais mes études, ensuite je dois avoir mon travail, et puis rester longtemps peut-être dans mon entreprise et être bien, voilà, bon soldat. Et vous avez un chemin, vous explorez beaucoup plus tôt, avec beaucoup plus d'audace et beaucoup plus de prise de risque. C'est ça qui me frappe. C'est marrant parce que tu vois, en ce moment, je ne sais pas si tu regardes aussi parfois, je regarde pas mal de masterclass sur le site Masterclass. Et là, je regarde celle de Richard Branson. Et en fait, à côté, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir de l'audace. C'est-à-dire que le mec, il a créé un journal à, je sais pas, 15 ans. À 16 ans, on lui dit, bon écoute là, entre tes études et l'école, tu vas pas réussir à suivre les deux, il faut choisir. Il leur dit, ok, bah ciao, je me casse, je continue sur le journal. Son journal devient hyper connu. Il en fait également après un label de musique parce que, bah, je sais pas, il trouvait pas de label, voilà, il trouvait pas de label de musique pour représenter un artiste qu'il trouvait hyper prometteur. Au final, il signe les Rolling Stones, les Sex Pistols et tout. À un moment, il a une expérience de merde dans un avion. Il se dit, ça suffit, on va créer une compagnie aérienne. Et en fait, il a ce mantra « Fuck it, let's do it » que j'ai trouvé hyper inspirant et que je trouve, on n'a pas assez, nous, quelle que soit notre génération, c'est qu'on va tout de suite voir les obstacles plutôt que les possibilités. Est-ce que c'est une mentalité que tu as réussi à dépasser? Alors moi, je challengerais un peu ça. Okay. Je trouve que l'appréhension des sujets par le risque, c'est peut-être très français par rapport aux anglo-saxons qui sont dans une appréhension par l'opportunité. Mais je reviens vraiment sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, tu prends Richard Branson, donc un entrepreneur, un serial entrepreneur quand même absolument incroyable, mais regarde quand même l'unicité, enfin il est assez unique, vrai. Tu vois. Oui, c'est vrai. Et quand je regarde votre génération, et vraiment, et je pense que c'est ça aussi, je te dis, mais je suis tellement heureuse d'avoir le job incroyable que j'ai aujourd'hui, c'est quand je côtoie tous les jours des talents, tu vois, on peut citer un Hugo Décrypte qu'on connaît très bien, qui d'ailleurs était aussi un ancien de Sciences Po, qui aujourd'hui crée une nouvelle génération de compagnies médias. Léna, pareil, qui s'est lancée et qui est une ambassadrice, une référente pour plein de marques de luxe, mais aussi pour toute une génération. Enfin, à chaque fois, si je prends n'importe quel talent créateur, je vais trouver des exemples d'entreprendre des choses. Et en fait, moi, alors évidemment, tu me cites un entrepreneur qui a fait une échelle, mais moi, ce que je vois, c'est chacun de vous avait ça en vous. Et ça, pour moi, c'est totalement unique, tu vois. Je pense, cela dit, qu'on n'a pas forcément chacun de nous ça en nous. Il y a deux points de vue que j'ai envie d'aborder à ce sujet-là. C'est que déjà, je pense qu'il y a un côté très culpabilisant aussi pour des personnes qui peut-être ne se reconnaissent pas dans ce mode de vie, dans ce modèle qui, franchement, voilà, pour être entrepreneur depuis quelques années maintenant, ne convient pas à tout le monde et nécessite des sacrifices. Et donc, je pense qu'il y a aussi un warning, entre guillemets, à mettre là-dessus sur est-ce que, en fait, on a toutes et tous vraiment vocation à entreprendre sa vie, ou en tout cas, est-ce que ça passe forcément par l'entrepreneuriat? Et le deuxième aspect, et c'est marrant parce que donc, tu citais Léna, et moi je suis très admirative de ce qu'elle accomplit, et je pense qu'elle est pleine de bonnes intentions, mais c'est vrai que, j'en ai déjà parlé sur le podcast, ce mantra un peu de toujours plus, je ne sais pas si elle l'imaginait comme ce que je vais décrire, mais je trouve peut être assez toxique, parce que je pense que notre génération l'a vraiment, en tout cas moi je le sais que j'en suis victime. C'est marrant parce que Joël qui travaille avec moi me demande souvent, tu vois, ce matin j'étais au Women's Forum, donc j'ai un truc international, j'ai parlé devant des milliers de personnes, elle me dit ah t'es fière? Et non, tu vois, j'arrive pas du tout à ressentir de la fierté, et c'est pas par fausse modestie, c'est juste genre j'y arrive pas. Alors est-ce que c'est une construction sociale du genre féminin? C'est possible, mais je pense que c'est aussi qu'en fait on veut toujours plus. On est plus satisfait de ce qu'on nous donne parce qu'on voit telle personne faire plus, on voit l'autre faire mieux, et en fait quand est-ce qu'on va... Je pense pas qu'il faut se sentir arrivé, tu vois, comme on disait plus tôt, mais je pense qu'il faut savoir être satisfait de ce qu'on accomplit sans forcément se concentrer sur ce qu'on n'a pas encore fait ou sur ce qu'on a moins bien fait. Complètement. En fait, c'est pas se sentir arrivé, mais se sentir réalisé. Ouais. Et tu as complètement raison dans le fait de dire tout le monde n'est pas entrepreneur et tout le monde n'est pas du tout dans ce mindset qui est quand même très particulier. L'autre... Mais quand je dis l'audace d'entreprendre, de faire, de prendre des risques, ça peut aussi aller à une autre facette de ce que je vois, par exemple, des talents créateurs ou créatrices, c'est d'aller se plonger dans sa passion
et d'aller illustrer sa passion, qui peut être la passion du slow life, la passion de la botanique, de l'histoire, de n'importe quel sujet. Et là, tu vois, pour moi, c'est aussi une autre forme d'entrepreneuriat. Tout à fait. Et quand je te disais, nous, les gens de mon âge, ma génération est mue par le devoir, en fait, moi, ma sensation, c'est que vous êtes mue par le désir. Et c'est incroyable, c'est formidable. Alors, avec tous les excès que ça peut représenter, et c'est pour ça que, pour moi, une clé de la réussite, c'est d'être bien entouré, pour avoir des gens qui sont très diverses d'autres milieux que toi, qui sont capables de te faire redescendre sur terre, qui sont capables de faire voir d'autres perspectives aussi. Vraiment, l'entre-soi, c'est pour moi ce qu'il y a de plus... néfaste, hein, ouais, néfaste, j'allais dire dangereux, toxique, quoi. Tu vois, mais en fait, qui peut vraiment t'étouffer. Mais vraiment, cette génération du désir dans tout ce qu'elle entreprend, avec bien évidemment les dangers ou les excès que ça peut représenter, mais quand même l'accomplissement, la réalisation de soi que ça peut aussi permettre à des âges aussi jeunes que ce que vous êtes aujourd'hui, mais je trouve ça formidable, quoi. Et qu'une plateforme comme YouTube, et là vraiment je te parle, j'enlève ma casquette, ça peut paraître ça, mais vraiment je le sens vraiment comme ça, je trouve ça formidable. Et c'est d'ailleurs, tu sais, on a souvent ces conversations entre eux, mais c'est quoi la différence entre un créateur et un influenceur, entre une créatrice et une influenceuse? Pour moi, ce monde des créateurs, des créatrices que vous êtes, c'est un monde qui est en fait qui est le monde de celui ou celle à qui je ressemble et auquel je peux vraiment m'identifier. Un influenceur, c'est plutôt, tu vois, top-down, en fait. Ça va me donner un message qui peuvent être même des injonctions, tel produit ou tel je sais pas, tel voyage, tel lieu, etc. Vous nous emmenez dans votre vie. Elle peut être complètement incroyable, atypique. Et Léna, c'est vrai, un bon exemple. Mais t'en as qui sont aussi tout à fait, tu vois, dans la sobriété. Ouais. D'ailleurs, tu vois, tous ces sujets de sobriété, d'environnement, c'est aussi une énorme tendance de fond qu'on voit et qui, je ne sais pas, te réconcilie même avec le fait d'aimer des choses simples du quotidien qui pouvaient paraître un peu, je sais pas, tu vois, naze, quoi, tu vois, ennuyeuses, ça peut pas hype, etc. Ouais. Quoi. Je me demande, tu vois, du coup, vu que tes enfants sont ados et jeunes adultes, qu'est-ce que tu leur dis, peut-être qu'on ne t'a pas dit, toi, quand tu étais ado, ou que tu aurais aimé entendre, sur justement le fait de choisir un peu sa voie professionnelle? C'est des conversations assez difficiles parce que déjà, tout le système a changé par rapport à moi, tu vois, quand j'ai passé mon bac. Même moi, tu sais, maintenant, j'appartiens à la catégorie des anciens, vu qu'il n'y a plus le bac ES, le bac L et tout. etc. Tout ça a complètement changé. Et en fait, la difficulté dès que tu rentres au lycée, tu dois définir un peu quelles vont être tes options et très vite définir un chemin. Et donc, en fait, ce que je ne cesse de leur dire, c'est considérez que tout ce que vous apprenez là est comme une boîte à outils géante qui vous permettent d'avoir les bases pour ensuite aller explorer n'importe quel territoire, n'importe quel métier, dans n'importe quel secteur. Et donc, ne pensez pas que parce que vous allez choisir, je sais pas, les sciences éco, ou, tu vois, ou les maths, ou le français, ou vous allez vous engouffrer dans une voie royale qui sera unique pour la suite, parce que ce ne sera pas du tout ça. Donc prenez-le comme une boîte à outils et essayez de trouver de l'intérêt un peu dans tout et puis de voir ce qui ne va vraiment pas vous intéresser pour avoir le champ des possibles les plus larges. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a dit, toi, quand tu étais à la sortie de tes études? T'as fait quoi comme études? Alors figure-toi que moi je viens d'une famille de médecins. D'accord. Donc je n'ai absolument pas réfléchi. Quand je suis arrivée en terminale, je dis évidemment je vais faire médecine. Mes parents ne m'ont jamais poussée, jamais. Mais en fait, je voyais la noblesse de ce métier, quoi. Oui. Où, tu sauves des vies, quoi. Voilà, tu es dans un rapport de la vie à la mort et tout. J'ai fait une année de médecine. J'étais totalement hypocondriaque. J'avais absolument toutes les maladies dont on me parlait. Et j'ai très vite réalisé que communiquer par la maladie, ça n'allait pas du tout être mon choix. Enfin, mon terrain. J'étais pas du tout câblée comme ça. C'était beaucoup trop anxiogène pour moi, quoi. Et donc, j'ai bifurqué. J'ai fait un BTS tourisme, ce qui était à l'époque, parce que moi j'adore les langues, j'adore tu vois, les cultures, etc. Et j'avais aucune idée, je m'étais jamais intéressée au cursus, je savais pas du tout comment ça fonctionnait les écoles. Du BTS tourisme, apparemment tu peux avoir plein de métiers après, c'est le BTS qui transforme en plus d'écoles et tout. J'y vais et j'ai fait une admission parallèle, ensuite en école de commerce à Reims, qui s'appelle Neoma maintenant. Et là tu vois, les parcours, j'ai fait ma 3e année en Argentine, Buenos Aires, je devais rester 6 mois.
Je suis restée 2 ans et demi et j'ai adoré. Et c'est là que j'ai mis le premier doigt de pied dans le digital, puisque j'ai rejoint une entreprise qui faisait du e-learning, qui fait toujours du e-learning, qui est un peu le Netflix pour les petits, enfin pour les jeunes, on va dire. Et c'est marrant, tu vois, les parcours de vie. Donc, quelque part, mes parents ne m'ont jamais poussée, mais je m'étais moi-même un peu programmée sur une voie. Et puis, la réalité des choses m'a emmenée sur quelque chose de complètement différent. Tu as réussi en tout cas à t'écouter et à ne pas t'acharner, j'ai envie de dire. En fait, j'ai réussi à vite sentir où est-ce que je n'étais pas à ma place. Et en sortant de ton école de commerce, est-ce que tu sais que tu veux travailler dans le digital ou tu es en mode pas du tout. On va tester et en testant on verra ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Je crois que moi j'ai un driver quand même très fort qui est vraiment d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Comme je suis très laborieuse, j'ai besoin d'avoir un équilibre entre ce qui peut être même parfois un peu de la souffrance, tu vois, mais je pense qu'il y a un côté un peu peut-être maso aussi, et vraiment du plaisir. Du plaisir dans les rencontres, dans les projets, dans les sujets que j'entreprends. Et donc j'étais vraiment tout le temps drivée par ça. Et le premier plaisir, c'est, je disais celui des rencontres, c'est l'aventure humaine que te permet ton job. Parce que tu fais des rencontres exceptionnelles. Regarde, toi, ton équipe, les gens que tu rencontres tous les jours, la vie est faite de rencontres. Et le premier des drivers, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est travailler les femmes, les hommes avec qui je peux travailler. C'est le premier facteur le plus important. Et alors, pourquoi tu rentres d'Argentine? Pourquoi tu restes pas Parce que là, on est en 2001. Crise totale, crise financière énorme, crise économique. Les gens font la queue au guichet pour récupérer des banques. En Argentine, du coup? À Buenos Aires. Et donc là, j'ai mes parents qui me disent, s'il te plaît, tu rentres. Et en fait, je suis rentrée et parce que j'adorais bosser en espagnol, je suis allée direct à Madrid, en Espagne. Et c'est là que j'ai repris un autre job, toujours dans une entreprise qui s'appelle Gemalto. Gemalto, c'est un fleuron de l'industrie française. Le monsieur qui a créé Gemalto au départ, c'est Gem+, c'est le monsieur qui a inventé la carte à puce. D'accord. Donc la carte à puce qui fait des cartes SIM dans les téléphones, qui fait des cartes bancaires, etc. C'est un Français, monsieur Moreno, qui a inventé ça. Et c'est là que j'ai rencontré celui qui allait être mon futur mari. Et donc, comme je ne me voyais pas du tout travailler avec mon mari en direct, j'ai eu une opportunité pour aller chez Endemol. Endemol, c'est une grande boîte de production télé. Et c'est là que j'ai commencé à rejoindre ce qui allait être mon chemin, on va dire, sur les 20 ans après, quoi. Et alors ça, on en parlait un peu en off avant de commencer, mais on n'a pas développé. C'est marrant parce que maintenant, tu me dis, la seule personne avec qui tu pourrais travailler, ce serait ton mari. Oui. Mais à l'époque, peut-être que comme c'était tout frais, tu t'es dit, ça va pas le faire. Et tu l'as observé un peu ça autour de toi. Enfin, tu vois, je pense que c'est assez propre à chacun et chacune d'entre nous, mais il y a un peu cette question. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas mal de gens lancer leur boîte, notamment, avec leur mec ou avec leur copine. Et c'est vrai que je me dis, j'ai toujours un peu ce truc de, les gars, vous prenez un risque quand même. Est-ce que c'est pas plus sain de séparer les deux parce que au moins on marche pas, tu vois, sur les mêmes plates-bandes. Tu t'es jamais dit, toi, après coup, tiens, ici, en fait... Moi, j'en vois plein qui créent leur boîte avec leurs partenaires, tu vois, leurs amis, etc., ce que tu viens de dire. Je pense qu'il n'y a pas du tout de schéma, en fait. Tu vois, c'est vraiment très personnel. Moi, je pense que vis-à-vis de mon mari, j'ai mûri. Je vois comment il fonctionne et moi aussi. On a aussi, tu vois, nos territoires d'expertise. On est hyper complémentaires. Et donc, je sais que ça pourrait marcher. Et voilà, quand on s'est rencontrés, pas du tout. Je détestais ça, d'être dans les mêmes bureaux. J'aimais pas du tout, tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a pas de schéma et que c'est un peu chacun le sent, quoi. Oui, puis bon, de toute façon, on teste, on voit. Exactement. Et puis, au pire, mieux avoir des remords que des regrets. Hein. Exactement. Du coup, là, ensuite, tu pars chez Endemol. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc, Endemol, tu sais, c'est pareil. C'est une boîte de prod. Très grande société de production, à l'époque dirigée par Stéphane Courby et Arthur. Une femme qui s'appelle Virginie Calmels, qu'ils avaient rejoint, qui a été un peu ma mentor. Comment on dit mentor au féminin? C'est mentor. C'est un des nombreux mots qu'on ne féminise pas. Et là, en fait, je m'occupais de toutes les exploitations sur le digital, sur Internet, sur le mobile, de tous les grands programmes. C'était l'époque des grosses, grandes machines de divertissement, la Star Academy qui reprend toute la télé-réalité qui arrivait, donc Secret Story, le Loft, etc., les Miss France, il y avait quoi, tous les grands formats de jeux. Koh-Lanta aussi. Koh-Lanta, c'était pas Endemol. Ah ouais, ok. Mais bon, c'était cette ère, vraiment, cette ère âge d'or du grand divertissement. Et donc, pour toutes les exploitations dérivées, c'était un terrain de jeu génial. Et j'ai fait Endemol pendant 10 ans et je suis arrivée en 2013 chez Twitter, figure-toi.
qui ouvrait le bureau français, la représentation française de Twitter. Et ça a été là une autre expérience démente. Alors tu vois, c'est marrant parce que quand on voit, on est plein dans l'actualité de Twitter aujourd'hui, en 2022 avec Elon Musk, etc. Mais cette expérience était hyper intéressante parce que c'était presque comme être à la manette d'une start-up adossée par une énorme boîte de la Silicon Valley. Et d'être un nouvel usage. T'imagines, on est en 2013. Ouais, c'est tout nouveau, quoi. Il y avait juste Facebook qui venait d'apparaître, quoi. Ouais, Facebook existait déjà, mais vraiment le sujet, vraiment genre réseaux sociaux en temps réel, c'était vraiment les tout débuts. Et alors, juste avant d'arriver à Twitter, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques grandes leçons que tu as apprises de ta mentor Virginie, si j'ai bien retenu, qui était chez Endemol? Virginie, elle m'a appris l'art de la négociation. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés très souvent dans des réunions de négociation avec des grandes chaînes qui existent toujours, où nous étions 2 femmes pour 10 ou 15 hommes en face de nous. C'était hyper intimidant, hyper impressionnant. Et j'avais à côté de moi une warrior qui arrivait avec son plan de négo qu'on avait travaillé ensemble et qui, enfin, moi j'avais l'impression que c'était un peu Kill Bill, quoi. Je la voyais, j'avais cette image d'elle qui démontait tous les arguments un par un de tous les hommes, parce que vraiment, il y avait, j'ai même pas de souvenir, très rarement il y avait des femmes avec nous, en face de nous, qui arrivaient à trouver le consensus d'une manière à la fois très combative, mais gagnant-gagnant, parce que c'est comme ça que les deals marchent. Et j'étais très impressionnée par ça. Donc Virginie, elle m'a vraiment appris l'art de la négociation et en fait, de construire un plan de discussion, de négociation, de voir quel est ton objectif, quel est celui de ton la partie en face, et d'arriver à un terrain d'entente. Et est-ce qu'elle t'a appris aussi peut-être à ne pas être justement intimidée par avoir autant d'hommes en face de soi, parce que tu vois, j'ai aussi un projet qui s'appelle Girls in Biz pour aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie professionnelle. Et en fait, c'est marrant parce qu'à chaque atelier, à chaque workshop, il y a des femmes qui viennent voir à la fin en me disant voilà, moi je travaille dans ça, donc tu vois, milieu très masculin. Ouais. Et en fait, je me rends compte que c'est tous les milieux. C'est-à-dire qu'elle me dit ça quand elles sont ingénieures, elle me dit ça quand elles travaillent dans le sport, elle me dit ça quand elles travaillent dans la finance, elle me dit ça quand elles travaillent dans la télé. En fait, c'est à chaque fois, c'est dominé par les hommes. Et donc, en fait, c'est très dur pour beaucoup de ces femmes de se faire une place. Et ça, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà ressenti, mais moi, dans toutes les lectures que j'ai pu avoir, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est « Une femme est vue avant d'être entendue ». Ouais. Comment tu fais et comment tu as fait pour te détacher de ça quand tu avais des hommes en face de toi, où en fait, tu sais qu'ils vont te voir avant de t'entendre? Je pense que, alors oui, tu as raison, elle m'a aussi appris ça parce que je voyais à quel point elle avait un détachement entre ce qui pouvait être l'image d'une femme et la réalité, enfin d'une personne, et ensuite tout le propos, toute l'intelligence, toute la teneur, tout l'objet de pourquoi on était là. Je crois que très vite, en fait, moi j'arrive à me détacher de l'image de ce que peuvent penser de moi les gens. Et ça a été un exercice très important parce que moi, je sais que quand j'étais sur les bancs d'école, en primaire, en secondaire, c'est quelle note je vais avoir, est-ce que je vais faire bonne impression. Tu étais un peu programmée comme ça. Ouais. Et donc, tu dois te déprogrammer. En tout cas, moi, j'ai dû syndrome de la bonne élève. Ouais, j'ai dû complètement me déprogrammer par rapport à ça. Je sais que j'en ai encore tout à fait les vestiges, mais c'est quelque chose que je dépasse, que j'arrive à dépasser complètement, notamment quand je suis dans des forums comme ça, dans des instances comme ça, où en fait tu apportes ta compétence, ton expertise, ton bon sens aussi. Souvent, c'est beaucoup de bon sens en fait. Moi, j'ai aucun mal, et ça, c'est peut-être l'univers de YouTube et la culture YouTube qui me l'a vraiment beaucoup appris, c'est à challenger, à poser des questions qui peuvent paraître candides, mais à les poser. Et tu t'aperçois très souvent que c'est des questions de bon sens que personne n'ose poser, mais que tout le monde a dans sa tête en fait. C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai, alors qu'on a tendance à s'auto-censurer parfois en disant « Exactement. Est-ce que c'est assez pertinent ? Exactement. Est-ce que je vais faire bonne impression ?» Exactement. Et donc j'ai vraiment cette... alors il faut que ce soit évidemment mesuré, tu ne vas pas être désinhibé à dire n'importe quoi, mais de sentir que quand il y a en fait, de ne pas laisser passer quelque chose que je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Parce que si je ne comprends pas, si je ne suis pas capable de le restituer, ou derrière de le reprocesser, c'est que ça ne va pas cheminer dans mon esprit. Donc systématiquement,
poser la question ou challenger quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose, je n'ai aucun mal à le faire. Bah, j'espère que les personnes qui nous écoutent s'en inspireront. Et donc, tu vois, je pense que c'est peut-être un des freins qu'on a à s'auto-censurer sur « mais non, mais en fait, c'est con ce que je vais te dire, c'est bête, tu vois ». Et en fait, souvent, pas du tout. Non, c'est sûr. Et je pense qu'en effet, c'est une différence d'éducation chez les garçons, chez les filles, en fait. On n'apprend pas, volontairement ou non, on leur apprend pas à prendre la parole de la même façon. Ouais. Et je crois qu'il y avait une étude même, je la mettrai dans les notes du podcast, je la retrouverai, qui montrait que les professeurs avaient tendance à plus interroger les hommes. Ah oui ? Non mais tu vois, des trucs de fou quoi, et les chiffres le montrent. Ouais. Donc bref, tu arrives chez Twitter au tout début. C'est quoi, qu'est-ce que ça change pour toi de passer d'une société énormissime à une start-up Là, j'ai fait un voyage intersidéral parce qu'une entreprise de la Silicon Valley n'a vraiment rien à voir avec les entreprises plus traditionnelles qu'on connaît dans le rapport au temps. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des meetings qui font 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et vraiment, tu démarres à 0, tu termines à 29. Dans le rapport à l'organisation, c'est-à-dire que le savoir est beaucoup plus distribué, la prise de décision est beaucoup plus horizontale. Dans les équipes que j'avais avec moi, et alors ce qui est drôle, c'est que j'ai notamment un coéquipier avec qui je travaille. On s'est rencontrés le premier jour chez Twitter. C'est même lui qui était le premier employé et qui m'a fait les recrutements, les interviews de recrutement. Il était dans le panel et on s'est suivis sans programmer ça chez YouTube. Et en fait, ça fait donc Bart, petit clin d'œil à toi, okay. Bart que tu connais. Mais attends, il devait être super jeune. Mais extrêmement jeune. Okay. Moi, je te remercie, moi aussi. Non. Désolée, mais parce que j'ai l'impression qu'il a mon âge presque. Donc je me suis dit, mais attends, Twitter 2013. Et c'est trop drôle. Et je parle de lui parce que je me retrouvais avec ce type de profil, brillantissime, évidemment sachant tout de la plateforme. Et tu dois arriver un peu en tant que boss, avec une vraie valeur ajoutée à apporter. Et là, je peux te dire que déjà, tu es totalement sorti de ta zone de confort parce que tu ne comprends rien au fonctionnement, c'est complètement différent de tout ce que tu connais, malgré tes premières 10 années d'expérience. Hein. Oui. Et puis ensuite... C'était pas dans les réseaux sociaux, quoi. Non, mais c'est vraiment un dinosaure, mais tout était nouveau, en fait. Ouais. Tout était nouveau. Ouais. Et ce type de profil, de talent, et en fait, là, tu fais tout un chemin de qu'est-ce que je vais apporter à cette équipe ? Qu'est-ce que je vais apporter à cette organisation ? Pourquoi je suis là ? Et petit à petit, tu commences, justement, on en vient à retrouver, là c'était retrouver sa place, tu te dis, ok, très rapidement, ok, en fait je vais jouer le rôle un peu de ce chef d'orchestre, de cette chef d'orchestre. Ils ont tous des talents 1000 fois plus experts que moi, chacun sur des sujets, donc ton talent, ça va être de recruter les bons profils, qui vont vraiment tous jouer ensemble une symphonie. D'être capable de faire les arbitrages sur les bonnes priorités. Parce que le leadership, c'est ça. C'est être capable de prendre des décisions et de prendre notamment les décisions les plus difficiles, de faire des choix, d'être capable de trancher, d'être capable d'amener cet esprit de corps dans la durée, d'être capable d'amener une figure qui va aussi être un peu l'incarnation de cette entité-là dans le territoire que tu représentes. Et voilà, donc petit à petit, tu retrouves ta place. Mais ça a été un chemin, et il m'a bien fallu 6 mois pour commencer à voir la poussière retomber, tu vois, du décollage, et trouver ma place. Le leadership, est-ce que tu l'as uniquement appris sur le terrain, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé, ne serait-ce que des échanges, du mentoring, des lectures ? C'est très dur, je trouve, tu vois, à appréhender. Et en fait, je me demande à quel point c'est une question de nature et à quel point c'est une question de formation, j'ai envie de dire. Ouais, de culture. En fait, c'est, tu vois, faire des choix. Je sais pas si c'est propre à notre génération, mais moi, à chaque fois que je parle avec des amis, on est là, ah non, choisis pour moi et tout, genre. Enfin, tu sais, c'est super dur. Donc, est-ce que ça t'est venu à force par l'expérience, ou est-ce que, tu t'es formé là-dessus ? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Enfin, c'est un mix du naturel et du culturel, en fait. Le naturel, c'est que moi, j'ai j'ai un biais qui peut être très positif, qui peut parfois être négatif, enfin, néfaste. C'est que je suis par défaut tournée vers l'action. Et par exemple, ce que j'apprends beaucoup maintenant, en ce moment, petit à petit, tu grandis tu mûris, et c'est l'action par l'inaction. C'est très intéressant aussi, ça. Tu t'aperçois que quand tu ne fais pas les choses, elles se font elles-mêmes toutes seules. Donc, j'ai
ce trait de caractère qui est l'action, qui fait que naturellement je suis tournée vers la décision en fait, parce que qu'est-ce qu'on fait voilà. Et donc tout mon défi c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas, tu vois. Mais ça c'est mon côté naturel. Et ensuite la dimension on va dire culturelle ou sur le terrain, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites. Et notamment les mentors, mentoreux, les hommes, les femmes avec qui j'ai pu travailler. Il y en a 2-3 qui sont, alors 2 femmes et 2 hommes, et notamment j'ai nommé Virginie, mais j'ai eu chez Twitter une patronne qui s'appelle Katie Stanton, qui était le bras droit de Barack Obama pendant toute sa campagne, qui était la Madame Digitale, qui a fait toute la campagne en ligne de Barack Obama sur sa première élection, et qui m'ont vraiment, en fait, autorisée sur ce modèle de leadership au féminin, qui ose, qui tranche, qui emmène, qui est drôle, qui est décomplexé, qui pose les questions, qui met un peu les pieds dans le plat aussi, et qui prend du plaisir. Vraiment, à chaque fois, moi je me dis, mais est-ce qu'à la fin, je suis contente de ma journée voilà, les expériences de vie, et plus tu grandis, plus tu en as, ou parfois tu en as même très jeune, mais voilà, ne font que me rappeler qu'on est de passage, et d'un passage très court sur Terre, donc tu ne peux pas avoir une seconde de perdu en fait. Est-ce que tu as peur de déplaire? C'est un sujet, je pense que peur de déplaire ou peur de ne pas être aimé, c'est un vrai sujet, tu vois. Je pense qu'avec certaines personnes, sur certains moments, et notamment perso, peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé est très prégnant en moi, tu vois. J'ai l'impression que c'est le truc qui retient majoritairement les femmes à devenir des leaders comme des millions, de la même dimension, de la même dimension que les hommes peuvent l'être. J'ai l'impression que c'est tellement dans notre ADN presque, cette volonté d'être validé, de ne pas froisser, d'être dans le consensus, de plaire à tout le monde. Et ça, je me demande comment on le dépasse, tu vois. Et en fait, t'as forcément dû déplaire en fait pour en arriver là, tu vois. Bien sûr. Est-ce que voilà, moi je pense que j'ai encore avec. Ouais, t'es obligé de faire avec. Et quand je te dis le leadership, c'est de faire des choix. Forcément, quand tu fais des choix, tu sais que tu ne vas pas répondre à une demande de toute une partie de personnes qui voulaient que tu fasses ce choix-là. Mais pour moi, l'enjeu, c'est... et ça s'apprend. Et pour moi, cette partie-là, c'est un chemin qui est continu. C'est à partir du moment où tu es capable d'expliquer de manière rationnelle pourquoi tu as fait ces choix, d'expliquer quel va être le bénéfice pour tous au final, et donc d'emmener même ceux ou celles qui n'étaient pas dans cette direction-là au départ, voilà, le contrat est entre guillemets rempli, tu vois. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure aussi, je reviens au point de bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est très important. Parce que bien s'entourer, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, d'un point de vue professionnel, par exemple, dans les équipes que tu choisis d'avoir dans ta première ligne, ça doit être des personnes avec qui tu dois avoir un rapport de confiance très grand, mais à tel point que tu attends d'elle moi j'attends d'elle qu'elle soit capable de me dire non, ça c'est une connerie, ça je pense que c'est pas la bonne direction, qu'elle soit capable de challenger mes propres décisions. Et comment tu arrives à insuffler cette confiance dans tes équipes? C'est chez YouTube. Icon and WeChat. On dit feedback is a gift. Ok. Et je t'assure que c'est pas du bullshit. Ouais. C'est très important de dire. Ok, c'est vrai. Dis-moi, tu vois, après n'importe quel meeting, réunion, échange, ou même moi quand je fais des prises de parole, je demande aux équipes, bon alors. Et d'ailleurs, mon premier réflexe, c'est bon alors, qu'est-ce qui n'allait pas? Ouais, je suis pareil. Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce que ce qui est intéressant, c'est sur quoi est-ce que je peux progresser en fait. Exactement. Mais ça, c'est difficile quand peut-être des personnes qui travaillent avec nous sont susceptibles. Parce que la susceptibilité n'est pas également répartie dans le monde, tu vois. Et ça, je pense que c'est une compétence que tu arrives à avoir qui est assez... Oui, mais par exemple, dans une... trop direct. Oui, alors après, c'est comment tu le dis. Et constructive feedback, d'ailleurs. Évidemment, le but, c'est que ça ne coupe pas les jambes de la personne, mais que ça la fasse grandir.
Et c'est ce que j'adore dans ces univers. Alors c'est peut-être très anglo-saxon aussi par rapport à notre culture française, hein, mais je sais qu'ici la culture du feedback, elle est absolument fondatrice. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir cette agilité aussi. Et moi, avec mes équipes, quand on a des choix à faire, quand on a des plans à faire, tu sais, je leur demande tous, ne venez pas avec des problèmes, venez avec les solutions. Et mon mantra, nous, c'est un problème égale une solution. C'est affiché partout au bureau. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème, en fait. Donc maintenant, ils sont tous vraiment très câblés de cette manière-là, d'avoir une approche constructive, et que ce soit dans des plans prospectifs qu'on va faire ou feedback de choses qui viennent de se passer, tu vois. Et comment on peut sans cesse apprendre. Et en fait, c'est l'intelligence individuelle va construire l'intelligence collective. Et je pense que c'est ça aussi la nouvelle forme de leadership, c'est être capable de te mettre vraiment en horizontal avec toutes tes équipes pour faire ce travail d'itération. Et puis, au bon moment, savoir trancher. Après, je me dis, tu vois, des personnes qui pourraient nous écouter pourraient se dire, oui, en même temps, c'est facile de recruter des bons profils quand on est chez YouTube, c'est hyper attractif, moi je galère. Enfin voilà, par exemple, c'est des personnes qui lancent leur projet, parce que forcément, quand tu es au début du projet, t'as pas des salaires mirobolants derrière déjà pour donner envie. Et à part ta bonne volonté, disons que ça peut être difficile de convaincre. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour réussir à fédérer, tu vois, à fédérer des équipes et des profils, des A-level entre guillemets, mais pas en termes de diplôme, juste en termes d'énergie et en termes de ce qu'on peut apporter après dans l'équipe? On en parlait un peu au début quand on s'interrogeait sur l'univers. Je crois que c'est le sens, en fait. De pouvoir donner du sens à ce qu'on fait collectivement, ça donne toute la raison d'être dans une entreprise ou dans n'importe quelle taille d'entreprise d'ailleurs, tu vois. Mais pour moi, le premier facteur qui fédère, c'est est-ce que la vision, est-ce que la direction qu'on me propose ici a du sens pour moi et alignée avec mes valeurs personnelles. Et ensuite, c'est quel impact je peux avoir, quelle contribution je peux apporter. C'est pour ça qu'aussi on passe beaucoup de temps à définir un peu les rôles et les responsabilités de chacun. C'est ça aussi qui fait la magie d'un groupe et qui fait que le groupe tient. Est-ce que les rôles de chacun sont hyper clairs et de chacune sont hyper clairs. Dans les startups, tu vois, je prends mon cas, c'est difficile de délimiter qui fait quoi, tu vois. Voilà, mais par contre, tu peux très vite te rendre compte de toi, d'abord tes champs d'expertise, là où tu sais que tu excelles, et là où tu sais que tu as besoin d'être épaulé. Et c'est souvent d'ailleurs des discussions qu'on a avec les youtubeurs, les youtubeuses, les vidéastes, ils ont beaucoup de mal, elles ont beaucoup de mal à déléguer. Or, c'est quand tu commences à déléguer que tu vas commencer à grandir. C'est vrai. Mais comme on touche à l'objet fini, qui est comme à chaque fois une création, hein, c'est à chaque fois un enfant, une vidéo quasiment, tu vois, tu la crées complètement. Le nombre de vidéastes qui me disent « Non mais moi, toute la post-prod, je la fais moi-même. Moi, tout le script de départ, je le fais moi-même. » Et en fait, c'est pas du tout tenable si tu veux passer à l'échelle suivante. Ouais, mais tu vois, ça c'est un débat intérieur que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi un choix qui je trouve touche aussi à la notion de plaisir dont tu parlais juste avant. Parce que parfois, scaler demande à renoncer. Parfois, grandir demande à faire moins de ce qui nous fait plaisir. Et donc, au fond, pourquoi grandir, tu vois? Et c'est une vraie question que je me pose, jusqu'à où grandir? Parce que oui, la société valorise la croissance exponentielle et va plus se concentrer sur les chiffres que sur le plaisir que tu as pris à réaliser telle ou telle tâche. Mais tu vois, c'est vrai que moi, j'adore écrire, j'adore faire les scripts et j'ai pas envie de le déléguer. Moi, j'ai choisi avec moi-même, je ne le ferai pas. Alors après, voilà, il s'avère que j'ai des super personnes avec moi pour toute la partie vidéo parce que c'est moins mon cœur de plaisir. Mais c'est vrai que, je sais pas si toi, tu as eu affaire à ce dilemme, mais j'en parle souvent avec les entrepreneurs. Tu vois, les entrepreneurs qui lancent une boîte pour créer un projet autour d'une de leurs passions ou sur vraiment une activité qu'ils adorent faire. Au final, et je l'ai vécu aussi avec je ne sais quoi, ce qu'ils adorent faire. Tu finis par faire ce que tu dois faire et pas ce que tu as envie de faire. Tu l'as connu ou pas, ça? Alors, même si je ne suis pas entrepreneur, je vois bien dans mon job, je pense que par période, je peux avoir 80% de choses qui sont plutôt pesantes pour moi à faire. Et malgré tout, je dois les faire. Mais d'autres moments où tu arrives à contrebalancer. Tu as raison sur plein de points. Dans tes questions, il y a
plein de questions. C'est d'abord où est-ce que je veux être, et puis c'est une appréciation très personnelle. Peut-être que j'ai pas envie de faire grandir ma structure parce que je veux rester sur ces sujets-là ou cette échelle-là, ou je veux rester dans voilà, cette taille-là. L'autre manière de voir cette équation, c'est peut-être comment est-ce que je peux essayer de structurer mon entreprise pour être de plus en plus sur ce que j'aime faire. Ouais. Et non pas de plus en plus sur ce que je n'aime pas faire, tu vois. Et donc, je sais, par exemple, que dans la vie d'un vidéaste, tout l'aspect gestion, administratif, les salaires, je sais pas, les studios, la location des infrastructures, le booking, tout ça, c'est des trucs, tu vois, qui sont périphériques à la création. Au lieu de déléguer sur la création, déléguer sur la gestion, pour être, au contraire, vraiment centré sur la création. Peut-être qu'il y a cette réflexion-là aussi, tu vois, qui peut être faite. Donc, et pour moi, c'est pas incompatible. Hein. Ouais. La question du travail et de la taille par rapport à la question de où est-ce que je veux, où est-ce que je prends du plaisir, où est-ce que je suis bon et où est-ce que je veux continuer d'essayer d'être. Mais bon, malheureusement, c'est pas aussi binaire que ça et on sait bien que de toute façon, tu dois être un peu multitâche, en particulier au départ. Oui, tu vois. tout à fait. Et c'est un choix à faire en fonction voilà, de ses priorités, comme tu le disais Exactement. aussi, de ses objectifs. T'as jamais eu envie de monter une boîte? Ça m'a un peu traversé l'esprit, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore eu l'opportunité de tester, de faire. Des expériences nouvelles que j'ai en ce moment, c'est par exemple faire partie de conseils d'administration d'autres boîtes. Ok. Et notamment, je fais partie du conseil d'administration de la Compagnie du Mont Blanc, qui est donc la société qui gère toute la vallée de Chamonix. Pourquoi j'ai rejoint cette entité-là? Parce qu'il se posait toute la question de comment est-ce que tu repenses ton business dans un changement total de paradigme, d'environnement, climat, etc. Comment tu repenses le sujet de la montagne. Et en fait, ce que je vois que j'adore faire, c'est apporter toute mon expertise, ma manière de penser, d'expertise sur les métiers de la com, du digital, de la réputation, ou même organisationnelle. Parce que quand tu es dans des boîtes comme Google, comme YouTube, comme Twitter, tu apprends beaucoup de choses. De mettre ça au service d'entreprises plus petites ou sur d'autres secteurs qui n'ont rien à voir pour aider à résoudre des problématiques. Et en fait, ça, j'adore faire ça, tu vois. Je crois que ce que j'adore, c'est la liberté. Or, l'entrepreneuriat, c'est un peu le paradoxe de l'entrepreneuriat, tu vois. Tu es à la fois totalement libre et totalement esclave de ta boîte, ce que tu vois. Et donc, il y a un peu cette balance-là. Hyper intéressant. Écoute, j'ai bien envie qu'on bénéficie un peu de ton expertise, de toutes ces années d'expérience dans ces différentes boîtes. Est-ce qu'il y a des façons de faire, des façons de travailler que tu as mis de côté? Tu vois, peut-être des écueils que tu as réalisés au fur et à mesure des années et qu'aujourd'hui, tu n'opères plus de la même façon. Je crois que j'ai fait beaucoup de progrès dans la manière de m'organiser dans une journée type, par exemple, ou dans une semaine type, ou dans une année type. Comme je t'ai dit que j'étais par défaut tournée vers l'action, j'avais tendance à tout adresser au même niveau. Ou tout entreprendre avec la même énergie. Et d'arriver à doser ton énergie, d'arriver à gérer, ça paraît totalement bateau en fait, mais c'est parfois les meilleurs base. conseils. Hein. Ouais. Mais juste gérer tes priorités du moment, tu sais, l'urgent versus l'important. Oui, la matrice d'Eisenhower, si exactement. je ne me trompe pas. De faire un peu cet exercice de classification et puis d'apprendre à dire non. En fait, moi, j'avais beaucoup de mal à dire non. Maintenant, j'ai aucun problème à dire non. C'est dur. Hein. Et c'est très dur. C'est dur. Et ça en revient à, tu vois, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est juste absolument salvateur. Et alors, il y a d'autres manières de dire non. Tu peux dire oui, mais. C'est aussi une bonne manière, tu vois, de pas tout de suite te mettre en difficulté parce que tu t'engages dans un truc que tu ne pourras pas faire. Donc, je crois que vraiment, apprendre à dire non, apprendre à organiser par urgent, important, voilà, les priorités. Et puis, donc, je te dis, la dimension que j'apprends beaucoup, sur laquelle, qui est très intéressante à tester, c'est l'action par l'inaction. J'avais tendance, et j'ai encore parfois un peu un biais à tout de suite, quand il y a une urgence ou un problème, sauter dessus pour le résoudre. Tu peux me donner un exemple, peut-être, pour qu'on se rende compte de... C'est des trucs... Peut-être d'une fois où tu n'as pas agi, justement, et en fait, ça s'est résolu, tu vois. Sur des sujets
Alors, c'est souvent, tu sais, nous, comme on est une entreprise américaine, tu peux avoir beaucoup de sujets qui consistent à travailler avec l'interne, avec les équipes en Europe ou les équipes aux US. Souvent, on travaille dans une logique, non pas que France, mais tous les pays en Europe vont consolider, tu vois, un point de vue européen qui va ensuite remonter aux US. Souvent dans des sujets je sais pas, de programmes, alors c'est des trucs qui sont un peu internes, mais tu vas avoir tout de suite le siège, donc les équipes américaines, qui vont te demander est-ce qu'on peut tout de suite faire ce plan, faire ce programme, etc. J'avais tendance à dire, bon ben voilà, le point de vue de la France, voilà ce qu'on souhaite, voilà pourquoi ce programme ne peut pas marcher comme ça. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est on regarde un peu quels sont les points de vue, tu attends de voir quels sont les points de vue des autres pays, et tu t'aperçois très souvent que en fait, ton point de vue rejoint exactement celui des autres pays. Donc, tu n'es pas obligé d'être en première ligne pour aller porter le combat, être dans la tranchée et aller dire bah, voilà pourquoi on doit ajuster ci comme ça. Et en fait, c'est un apprentissage, l'action par l'inaction, qui est pour moi un énorme effort, parce que ce n'est pas du tout ma nature, mais qui est assez extraordinaire d'efficacité. C'est un peu ce qu'on entend l'adage, il faut sortir de sa zone de confort. C'est là où tu apprends le plus au final. C'est quand tu vas un peu à l'encontre de tes premiers réflexes. Complètement. Et puis tu sais, on est dans un domaine, mais que vous vivez au quotidien, vous aussi, créateurs et créatrices, c'est tout ce que tu fais souvent est une première fois. Enfin, parce qu'on est dans un territoire, dans un domaine de la technologie, de la création, de problématiques qui n'ont rien à voir avec souvent ce que tu as même vécu l'année dernière. En fait, moi, j'ai tout le temps cette impression que beaucoup de choses sont à chaque fois des premières fois. Et donc, c'est à la fois très déstabilisant parce que ta courbe d'expérience, elle est compliquée à construire si c'est que des premières fois. Et en même temps, ça te donne une agilité énorme, tu vois. Une résilience énorme. Et une résilience énorme, bien sûr. Donc, du coup, quand est-ce que tu quittes Twitter pour arriver chez YouTube ? 2017. Ok. Donc, en tu juillet. restes 4 ans là-bas. Voilà. Et là, j'étais très contente d'avoir fait l'expérience Twitter parce que YouTube est de la famille de Google. YouTube a été racheté par Google en 2005. Et donc, tu arrives dans une entreprise qui est facteur 100 quoi, en termes de taille. Mais la culture, parce qu'aussi il y a beaucoup d'anciens de Twitter, mais d'ailleurs Katie Standen que j'ai mentionnée, était une ancienne de Google. Donc, tu vois, les méthodes de travail, la manière de fonctionner dans les organisations, la manière de prendre des décisions, de concerter, la manière d'utiliser la data aussi pour faire partie des prises de décision, était déjà, du coup, très présente chez Twitter. Donc, j'étais hyper familiarisée avec tout ça. Et est-ce qu'on vient te chercher ? Est-ce que c'est, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui se posent la question, quoi, comment tu deviens directrice générale France de YouTube ? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. On est venu me chercher. Et donc là, tu commences à passer des entretiens avec des gens d'équipes complètement différentes, des ingénieurs, des équipes basées à Londres, des équipes basées aux US. Et c'est ça qui est génial aussi dans le processus de recrutement de ces entreprises. La plupart du temps, tu as très peu d'erreurs de casting parce que tu es sur une logique d'un panel qui chacun va faire l'assessment, l'évaluation d'un aspect du job ou de la personnalité. Et ensuite, c'est très consensuel. On fait une calibration, une restitution tous ensemble et on se dit, voilà, est-ce que, quel est le ranking un peu des candidats ? Est-ce qu'il y a un consensus ? Et il y a beaucoup de débats. Et souvent, des candidats qui vont se révéler pas forcément pris pour un job, vont être retenus pour un autre job. On va dire, ah mais en fait, elle, je pense qu'elle pourrait être super pour cette opportunité-là. Et du coup, en fait, tu fais voyager les talents comme ça. T'as eu peur ou pas quand t'as su que c'était toi ? Jamais. T'as jamais eu peur ? T'es arrivé le premier jour au bureau, là, YouTube, et t'as fait salut. J'ai jamais eu peur parce que, en fait, tu te dis, ça veut pas dire que, en fait, j'ai jamais peur, mais je doute tout le temps. D'accord. Ouais, mais c'est deux émotions différentes. C'est deux émotions différentes. Mais j'ai jamais eu peur parce que je me dis, en fait, que je reste un jour, 2 jours, 1 an, tu vois, ce sera une expérience. De toute façon, ce sera génial, tu vois. Donc, tu prends tout ce que tu peux vivre de l'instant et puis, tu fais de ton mieux. En essayant d'avoir cette sagesse-là de dire, je fais du mieux que je peux. Et pour moi, ça aussi, c'est un effort parce que tu es dans un niveau d'exigence qui est très élevé. Et donc, en fait, tu veux toujours faire mieux. Mais il faut arriver à s'enlever l'émotion de la peur de l'état d'esprit parce qu'elle est très différente du stress positif ou quoi. Et elle peut être, enfin, pour moi, elle peut être assez plombante. Et donc, c'est pas une émotion que j'ai eue dans mon arrivée chez YouTube. Je peux te dire plein d'autres choses. J'étais hyper impressionnée. Je me suis sentie un peu débordée au début, même beaucoup débordée.
J'ai eu même parfois tu vois, des fous rires parce que tu dis mais c'est tellement incroyable quoi, c'est un film quoi. Tu veux me parler genre d'une expérience un peu waouh que non, mais eu, c'est genre, par exemple, ouais, ben justement avec Bart, on s'est retrouvés à faire notre voyage d'intégration. Tu pars aux États-Unis et on te présente. Donc là, tu arrives à Mountain View, au siège de Google. Mais c'est tellement impressionnant. Ouais. Je suis allée quand j'étais à Berkeley. Voilà. Tu as des vélos pour te déplacer dans le campus et tout. Tu te dis, mais où est-ce que je suis? C'est fou, quoi. Et tu arrives vraiment sur une autre planète. Et ce qui est tellement impressionnant, tellement intimidant aussi, c'est de dire, en fait, ça y est, tu es arrivé à l'intérieur de la boîte qui change le monde, quels que soient un peu les sujets. Et moi, j'ai toujours cette impression-là, que quand tu appuies sur un interrupteur, tu as la tour Eiffel qui va s'éteindre, tellement l'impact est énorme, tu vois. Et donc, ça te fait prendre aussi le sens de la responsabilité que tu as. Quand tu arrives dans une boîte comme ça. Et quand je te disais la chance que j'ai, c'est pour moi le sens du succès de YouTube en France, c'est arriver à protéger l'exception culturelle française, la création française dans toute sa diversité, dans tout son éclectisme, de manière responsable. Donc tu vois, une fois que tu as adressé tous les sujets de lutter contre la désinformation, lutter contre les discours de haine en ligne, on a un rôle à jouer énorme sur tous ces sujets de l'environnement, du climat, et les créateurs, les créatrices, tu as plein de chaînes formidables qui traitent de ce sujet-là. Comment est-ce que tu fais pour qu'il y en ait de plus en plus? Comment est-ce que tu fais pour qu'elles aient toute leur place sur la plateforme? Pour moi, c'est ça tout le sens de mon job, c'est ça, c'est protéger l'exception culturelle française de manière responsable. C'est comme être un citoyen responsable. Et donc, tu vois, c'est une chance inouïe et en même temps une responsabilité inouïe que d'être à cette place-là et de passage-là. Du coup, pour les personnes qui pourraient se demander, elles ressemblent à quoi tes journées ou une semaine dans la vie de Justine Rist? Fais-nous rêver. Bah, c'est assez dément parce que tu vois, je vais passer une matinée, je vais rencontrer, je sais pas, Arte. Ensuite, je vais aller déjeuner avec François Descraques. Et puis, je vais passer un moment avec la Fédé de foot. Et on va rencontrer l'ARCOM, le régulateur, tu sais, CSA Adopi. Donc, en fait, c'est un mix. Et puis, on va travailler avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on peut faire au Festival de Cannes l'année prochaine. Donc, en fait, mes journées n'ont rien à voir. Emmener Louise pour qu'elle puisse interviewer les plus grandes célébrités sur YouTube. Exactement. C'est une idée comme ça. Bah, regarde, on a fait ensemble un déjeuner avec Suzanne Wojcicki quand elle était la CEO de YouTube, quand elle est de passage à Paris. Donc c'est beaucoup de rencontres. C'est beaucoup de rencontres, mais c'est aussi beaucoup d'internes. Ouais. Parce que là, je t'ai dit en fait que les trucs qui me font vraiment kiffer, tu vois. Mais il y a vraiment tout l'interne aussi qui est très important. Comment est-ce que tu bâtis le plan de YouTube en France? Comment est-ce que tu interagis avec mes pairs, donc les directeurs, les directrices des autres pays, des autres régions? Comment est-ce que, tu vois, sur tous les sujets de la régulation, par exemple, l'agenda de la régulation en France est très important et c'est très bien. C'est normal que le secteur de la tech soit régulé et la France est très précurseur le plus souvent sur ces problématiques-là. Et donc tu sais que quand tu regardes ce qui se passe en France, un an après, ça va être à peu près l'agenda de ce qui va se passer en Europe et puis ensuite de ce qui va se passer dans le monde. Donc on a tous ces sujets-là. Tu vois, tu vas travailler. On a par exemple, depuis 3 ans, on fait l'exercice de éditer notre rapport d'impact économique de YouTube dans les pays. Et donc ça, c'est génial parce que quand tu dis, ben, voilà, sur la France, c'est celui qu'on a publié il y a quelques mois, YouTube en France, c'est 650 millions d'euros de contribution au PIB français et c'est plus de 20 000 emplois équivalents temps plein créés. Voilà, ça c'est quelque chose de concret. Et donc ça fait partie des chantiers en interne que tu vas travailler pour être le plus utile et le plus responsable dans le pays que tu portes. C'est dur parfois, je trouve, en plus je ne sais pas si c'est toi vraiment qui du coup maîtrise à 100% ton agenda, mais de trouver cet équilibre entre le temps long, le temps pour avancer sur des sujets de fond et le temps nécessaire de rencontre, de paraître, j'ai envie de dire. Hyper dur. C'est franchement, parce que voilà, là on en revient, en fait on ne fait pas toujours ce qu'on veut, quoi. Non. Alors heureusement, moi j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Ça c'est une chance. Donc c'est 5 heures, ça me va. Ah ouais, alors, bien. À un moment, il va falloir que je rattrape. Okay. Mais j'ai souvent, tu vois, des rituels où je me couche tard, où je me réveille très tôt, voire très tôt, 4-5 heures, pour avoir ce temps de
Méditation presque. Ouais, juste de réflexion, quoi, ou de pause, de réflexion. On parlait de mon chien, Birdie. Ces moments où, tu vois, le matin 1 heure, le soir 1 heure, quand je suis, parce que je travaille, enfin je ne suis pas à la maison la journée, mais c'est des moments hyper importants de réalignement avec toi-même. Donc d'arriver à garder cet équilibre dans ton agenda. Et alors moi j'utilise un truc très bête, mais c'est les codes couleurs. Ouais, j'adore. Tu vois, dans mon agenda, ce qui est externe, c'est rouge. Et je dis, je veux au moins 30%, 40% de rouge dans mon agenda. C'est tout bête, mais comme j'ai une mémoire très visuelle, d'un seul coup d'œil, je peux voir quels sont les rouges, quels sont les bleus qui sont avec mes équipes, les violets qui sont avec, tu vois, le leadership. Et en fait, il faut que d'un coup d'œil, je puisse avoir à peu près un équilibre, à peu près, sur une semaine. Mais c'est très difficile. Et pour moi, le danger que tu peux avoir dans ces grandes organisations-là, c'est d'être complètement aspiré par l'interne. Et donc de perdre complètement pied avec la réalité du terrain. Et ça, c'est hyper cool. Enfin, tu vois, moi, je t'ai vu plusieurs fois, tu rencontres les créateurs. Enfin, et c'est vrai que je pense qu'en effet, pour connaître ton sujet au mieux, ce lien est essentiel, est indispensable. Essentiel. Et à chaque fois qu'on se voit, moi, c'est c'est un moment d'écoute qui est juste précieux. Quelles sont les problématiques, quels sont les grands enjeux, où est-ce qu'on peut aider, on a telle ou telle opportunité, est-ce que ça t'intéresserait? C'est comme ça qu'on a fait plein de choses ensemble, tu vois. Et ça, pour moi, c'est la réussite de ce qui te permet de continuer d'être ancré, tu vois, tes sonars et tes radars ancrés sur le marché. Et c'est là que mes équipes sont hyper importantes aussi, tu vois. Parce qu'elles, c'est la première ligne. Et justement, c'est marrant, quand tu parlais des codes couleurs, ça m'a fait penser à ça. J'entends de plus en plus, moi, dans les podcasts que j'écoute, des références à « Ah oui, moi, mes équipes, elles passent le test. » Alors, je crois que c'est DISC, justement, pour les couleurs, et MBTI. Oui. Tu les as fait, un peu cela On les a fait, ouais, plusieurs fois. Alors, moi, je suis rouge. T'es rouge, et en MBTI, t'es quoi? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, ce qui était très drôle dans la team, c'est qu'on avait toutes les couleurs. Ah ouais, génial. Ouais. Génial, donc hyper complémentaire. Et hyper complémentaire. C'est quoi déjà? C'est ça, c'est tu fonces, tout de suite, t'es dans l'immédiat, il faut que ça avance. Ouais, ça va bien avec le décor. Donc, mais je trouvais ça intéressant. Et en fait, c'était marrant, il y avait même, et je ne citerai pas ma pote, de toute façon, je crois qu'elle écoutera cet épisode, mais j'ai une amie qui, même pour dater, elle demande direct le MBTI du mec. Mais parce qu'en fait, il est tellement pertinent, ce test, que ça te permet vraiment de savoir si c'est compatible ou pas, tu vois. Tout à fait. Professionnellement ou personnellement parlant. Et alors, tu sais que c'est marrant parce que c'est pas quelque chose que tu dois faire une fois, tu peux le faire plusieurs fois et tu vois que ton profil évolue par ailleurs. Et ça évolue, c'est marrant. Alors moi, ça n'a pas évolué, mais je sais que j'ai des amis, en effet, tous les 3 ans, boum, différentes phases. Tout à fait. Et puis, tu te donnes des exemples, en plus de personnages connus qui sont comme toi. Et c'est gratuit, je le mettrai dans les notes du podcast. Moi, j'étais l'entertainer, je crois. T'étais l'entertainer? Ah ouais, c'est énorme, sympa. Tu vois. Ah ouais. Je t'imagine trop. Qui est un personnage avec des castagnettes, tu vois. J'adore. Et après, je ne sais plus ce que j'étais. Le deuxième dominant, mais c'était hyper drôle parce que tu avais beaucoup d'architectes, tu avais des commandants, et en fait, tu vois, et moi je me retrouve assez bien dans ce rôle de chef d'orchestre, de sortir l'harmonie de, tu vois, toutes ces différentes expertises. Moi j'avais vraiment été bluffée par la description qui était vraiment hyper pertinente, quoi. C'est marrant, je crois que c'était Margaret Thatcher, moi j'étais dans les personnes qui te font, qui sont comme toi. Je la fine, Margaret. Mais non, mais ça peut être des outils, parce que franchement, c'est très dur. Moi, je sais que je le vois quand on recrute, notamment pour ma marque de sous-vêtements, je ne sais quoi. Tu vois, on a beau faire passer plusieurs rounds et tout. En fait, tu peux te tromper. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y a une personne, je pensais vraiment qu'elle allait être pépite, et en fait, peut-être pas à la hauteur de tes attentes. Et je pense que peut-être faire ce genre de test te permet de mieux appréhender, en tout cas si elle va vraiment répondre aux besoins que tu as à cet instant T. Non, mais c'est hyper difficile, bien sûr. Ouais. Et tu vois, nous, on est dans un environnement où tu as besoin aussi de même faire un peu ta place, tu vois. C'est vrai. De faire un peu ton rôle, de faire un peu ta place. Vous êtes combien chez YouTube France en tout? En tout, si tu prends toutes les fonctions, on est une cinquantaine. Ok.
Ouais. Donc quand même, c'est chapeauté, c'est un chef d'orchestre, vraiment. Quoi. Vraiment, complètement. C'est vraiment comme ça que je prends mon rôle, le mandat, et c'est être capable de dire, ok, là, il y a un vrai sujet où il faut vraiment une attention. Tu vois, l'environnement, par exemple, est un très bon exemple parce que c'est un sujet qui est hyper prégnant en Europe et encore plus en France. Comment est-ce qu'on en fait une priorité? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les outils qu'on a, avec les équipes qu'on a? Et ça peut être quelque chose d'un peu spécifique France par rapport aux autres pays, tu vois. Utopia, que vous organisez. Utopia, par exemple, voilà. Mais on a aussi emmené, tu vois, tous les créateurs, un certain nombre de créateurs à Londres rencontrer des experts du climat. Oui. Je ne sais plus si tu étais venue à Londres. Je ne pouvais pas venir, j'étais invitée, mais Julie était et j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est génial. Et puis d'ailleurs, tu vois, ce qu'on se rend compte, c'est que les vidéastes, ils se voient peu. Moi, c'est un truc qui m'hallucine. Vous voyez très peu entre vous. Vous êtes très seuls. Ouais. Donc, alors, moi non, parce que j'ai un podcast, je fais une table ronde, donc j'en vois tout le temps. Mais en effet, quand j'en vois, ils me disent souvent, tu sais, en fait, la beauté aussi du fait d'être créateur, c'est que tu peux habiter n'importe où. Donc, il y en a qui ne sont pas que à Paris. Donc, tu vois, il y en a qui sont en Suisse, en Belgique, d'autres dans plusieurs villes de France, un peu éparpillées. Et c'est vrai que, je pense que c'est pas un métier qui pousse forcément à la rencontre. Ou alors, si tu es vraiment dans le même domaine, tu vois, ceux qui font de l'humour, du divertissement, ils ont intérêt, entre guillemets, à se voir. Mais c'est ça que moi, je trouve parfois un peu dommage, c'est que l'intérêt peut primer sur, je sais pas, le sens, mais parce que je suis quelqu'un qui est très drivé par le sens. Et en tout cas, voilà, je sais que c'est vrai que dans moi, les personnes avec qui je peux échanger, c'est vrai que je vois que c'est pas du tout seconde nature. Et après, les événements que vous organisez nous permettent aussi de nous rassembler. Et à chaque fois, moi, ce que j'observe, c'est quand on met des vidéastes de thématiques différentes ensemble, là, ils s'ouvrent beaucoup plus, en fait. Parce que peut-être il n'y a pas cette compétition. Tout à fait. Tu vois, parce qu'en fait, tu ne sais pas qui est l'autre. Moi, il y en a plein au dîner YouTube. Exactement. Ah, tu fais quoi, toi? Ah, ok. Et du coup, tu vas te livrer beaucoup plus. Et tu vois, c'est vraiment des choses auxquelles on réfléchit, on fait de plus en plus, c'est mixer les univers. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi quelque chose de tout à fait unique, tu vois, d'arriver à mettre autour de la table des créateurs, des créatrices qui vont parler de je sais pas, de sciences, d'histoire, qui vont faire de l'entertainment, du vlog, mais aussi tu vas mettre Arte, tu vas mettre Le Figaro, tu vas mettre la Philharmonie, tu vois, c'est incroyable, quoi. Et tout ce monde-là se parle. En fait, sous toutes leurs formes. C'est le monde de la création avec un C majuscule, tu vois, c'est fabuleux. Et il y a une question que je voulais te poser, un autre C. Il y a création, mais il y a aussi concurrence. Ouais. YouTube, si je ne me trompe pas, est arrivé en 2005, pas en France, mais dans le monde. Oui. Entre-temps, depuis plutôt, il y a eu d'autres plateformes qui se sont créées. Et ça, je trouve que c'est très difficile d'arriver à construire son avenir en omettant ce qui se passe un peu sur les côtés. Comment est-ce que tu arrives à réfléchir à ça? Comment tu arrives à te dire, ok, la stratégie de YouTube, elle doit rester propre à l'essence de YouTube, tout en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation, tout en continuant à tirer notre épingle du jeu. Parce que, c'est con ce que je veux dire, mais c'est assez facile de diriger quand tout va bien et qu'on essaie de le mettre à bord. Ça devient beaucoup plus challengeant, et c'est déjà le cas quand tu es arrivé, bien sûr. Quand il y a vraiment des concurrents en face. Bien sûr. En fait, cet univers-là bouge très vite, les usages évoluent très vite. Et alors, si tu reprends un peu la genèse de YouTube, tu vois, 2005, la plateforme est née. Très rapidement, je crois que c'est en 2007, on a mis en place ce modèle économique où plus de la moitié des revenus sont reversés aux créateurs. Seule plateforme à faire ça, tu vois, vraiment dans son ADN. Ce qui change tout parce que ça veut dire que tu as un modèle économique pour tout le monde. C'était en 2011, on commence à mettre la brique du live. Donc tu peux faire des lives sans limitation de durée sur YouTube. On a lancé il y a 2 ans Shorts, qui étaient donc des formats verticaux, courts. La réponse à un vrai besoin du marché, plein de plateformes qui cartonnent sur ce format-là, de pouvoir faire une création plus spontanée, plus courte, dans un format et une grammaire un peu différente. Et en fait, nous, notre positionnement, il est très simple. Aujourd'hui, on se dit, tu es la plateforme, la destination vidéo, où que tu sois un créateur ou que tu sois un utilisateur, tu peux voir du 15 secondes, tu peux voir du 15 minutes ou tu peux faire du 15 heures. Et c'est cette logique de multi-format qui du coup maintenant s'accompagne d'une logique de multi-revenus, parce que tu sais qu'au mois de janvier, on va aussi ouvrir la monétisation et le partage de la monétisation à Shorts, qui fait que, pour moi, toute la pérennité du modèle YouTube tient. C'est parce que dès le départ, tu as eu dans l'équation une logique de partage de la valeur
quand je te disais, tu vois, les 650 millions de contributions au PIB, ça inclut tout ce qu'on reverse aux créateurs. Et multiformat parce que tu dois t'adapter, tu ne dois pas rester dans un angle, tu vois, de création ou d'usage. La télévision, aujourd'hui, c'est le deuxième écran de consommation de YouTube en France. Après le téléphone. Donc C'est devant l'ordinateur? Ouais, c'est un usage qui n'existait pas il y a 5 ans. Mais c'est vrai que moi, souvent, j'ai des cis qui me taguent, elles regardent sur grand écran. C'est marrant. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, cet usage-là, ça va être un usage très différent. Ça va être une audience conjointe avec, tu vois, ta famille, tes potes, plus. Tu vas regarder des contenus plus longs. C'est pour ça que tu vois, tous les documentaires, tous les courts, les longs métrages, les films, en fait, cartonnent sur YouTube. Et Ouais. on a un peu ce mythe de dire, ouais, mais en fait, l'audience jeune, elle regarde que les contenus hyper courts et tout. Mais pas du tout. Enfin, regarde un exemple. Charles Villa, les géniaux documentaires qu'il fait, qui sont souvent des 40 minutes, 1 heure, etc. Tout à fait. Hugo, et même moi, mes pareil, tables rondes, tu vois, ça tables dure 1 heure, rondes. 1 heure et demie, c'est les formats qui marchent le mieux. Exactement. Et je pense Donc, qu'on est dans une époque un peu de réaction. Il y a toujours une réaction à un excès. L'excès a été les vidéos courtes, parce qu'on est allé dans une course à tout ce qui sera plus court. Vraiment, ça devenait quand même, je trouve, un peu ridicule. Et en fait, je pense qu'il y a un contre-coup de ça où, ok, et moi je suis la première à consommer aussi du contenu court, mais on a aussi envie d'avoir du temps long, du temps de réflexion, du temps d'approfondir. Parce que tu vois, à l'époque où moi j'ai commencé YouTube, il y avait beaucoup moins de formats aussi longs que ça. Mais il y avait aussi beaucoup moins de contenu court. C'était genre 15 minutes, c'était 10-15 minutes, c'était la norme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir choisir ce qui nous convient le mieux en fonction de la période. Écoute, moi, la seule suggestion que je me permets de faire pour YouTube, vu que là, on est sur YouTube, on écoute un podcast, eh bien, toutes les personnes qui veulent regarder le podcast ou l'écouter, et qui veuillent verrouiller, eh bien, elles ne peuvent pas. Je sais. Et ça, je trouve ça dommage. C'est dans notre liste. Ok, c'est dans le pipe. La MIF, c'est dans le pipe. Évidemment, on est là pour ça aussi et pour suggérer. Je suis tellement d'accord avec toi, bien sûr. D'écouter ce qu'on appelle en arrière-plan. Ouais, en arrière-plan. Et tu vois, imagine demain, vos concurrents XY commencent à monétiser les créateurs. Tant mieux. Ouais, mais comment tu penses que... Parce que je pense que c'est vraiment une raison pour laquelle aujourd'hui il y a aussi autant de créateurs sur YouTube. C'est parce que pour beaucoup, c'est leur salaire, pour beaucoup, c'est en tout cas des revenus qui sont non négligeables. Donc la concurrence serait forcément accrue. Est-ce qu'il y a... Enfin, qu'est-ce qui, à tes yeux, fait que YouTube va quand même garder... voilà, YouTube, c'est quand même une référence, quoi. C'est quand même cette place de pionnier. On a 15 ans d'existence. T'imagines, dans le monde de la tech, 15 ans, même 17 ans. Et c'est justement parce que dès le début, on a été hyper responsable dans la manière de trouver un modèle économique. L'autre exemple, c'est comment est-ce que tu protèges tes contenus. Tu as un outil qui s'appelle Content ID qui permet de faire des empreintes de tes vidéos pour que demain, si n'importe qui prend ton contenu et que tu ne souhaites pas, tu puisses le protéger ou tu puisses l'autoriser et lui mettre de la pub. On est la première plateforme à avoir, on a investi 100 millions de dollars dans cet outil-là. Il y a 80 millions d'empreintes numériques qui protègent, tu vois, les films, justement tous les médias, tout le patrimoine audiovisuel qui est sur la plateforme. C'est totalement unique, tu vois, ça protège. Là, ce qu'on va lancer, parce qu'on a annoncé la monétisation de Shorts, mais on a annoncé aussi l'évolution dans la manière de pouvoir utiliser la musique et de pouvoir avoir une marketplace qui te permet de choisir des habillages musicaux qui sont mis à disposition par les labels et tu vas les acheter pour tu vois, une contrepartie, mais ça te permettra d'avoir 100% de la rémunération de ta vidéo, parce que ça, c'était une grosse problématique, tu vois. C'est vrai, et aussi, tiens, parlons-en, vu qu'on fait un peu le procès de YouTube, j'exagère parce que j'adore cette plateforme, mais en tout cas, moi je vois là mes 2 dernières vidéos qui sont par rapport aux violences faites aux femmes et qui ne montrent pas de violence. Enfin, bon, il y en a une, c'est un petit court-métrage, donc si, mais les 2 pas monétisés. Et franchement, c'est pas grave, moi je le fais vraiment pas pour l'argent, voilà, j'ai de la chance d'avoir d'autres sources de revenus, mais ça, je sais que c'était remonté plusieurs fois par d'autres amies créatrices qui sont engagées notamment dans le féminisme. Eh bien, c'est que, tu vois, quand quelqu'un, par exemple, qui fait du fitness, va faire une miniature un peu putaclic où on voit son corps et tout, et elle a tout à fait le droit, ça va être monétisé. Mais nous, quand on va parler, je sais pas, d'acceptation de soi ou du corps ou de... Voilà, bah là, c'est monétisation limitée ou interdite. Je sais que c'est pas de ton fait, parce que c'est... Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà... mais nous, on travaille beaucoup avec les marques, puisque tu sais que le triptyque, en fait, la monétisation, elle vient de la publicité. Donc, c'est des marques
qui vont adosser leur campagne publicitaire aux vidéos. Donc il y a tout un sujet d'abord de s'assurer, ce qu'on appelle brand safety, que tous les contenus soient, tu vois, brand safe, on va dire. Ensuite, il y a tous les outils. Moi, je t'invite vraiment à, par exemple, sur cette vidéo dont tu parles, faire appel. Et on a des équipes qui sont là pour revoir les décisions qui ont été prises et pouvoir corriger le tir si on juge que effectivement cette vidéo, tu vois, elle est à vocation pédagogique, il n'y a pas d'image graphique, donc je t'encourage vraiment. C'est un travail en fait permanent, tu vois. On a nos règles de communauté qui sont très claires. Et ensuite, il y a comment est-ce qu'on travaille avec les annonceurs. Un autre élément qui est très important pour les marques, c'est, tu sais, le sujet, je te disais, brand safety. On a eu pour la deuxième année consécutive l'accréditation brand safety d'un organisme qui s'appelle le Media Rating Council. Et c'est un peu un espèce de tampon d'un tiers qui dit « Ok, la plateforme est sûre ». Moi, demain, je suis annonceur. Tu vois, je pense que c'est toutes les autres plateformes qui sont arrivées plus tard n'ont pas encore passé ce moment dans leur évolution où tu dois t'assurer, parce que tu as un tel niveau d'échelle, d'avoir du contenu qui est fiable, qui est safe pour la marque que tu véhicules et à qui tu vas adosser tes valeurs. Et toutes ces fondations-là, elles font qu'on a 15 ans d'existence et que j'espère bien qu'on ait au moins 2 décennies tu vois, sur la suite. Mais donc le secret, c'est sans cesse être en évolution avec les usages, suivre les usages, répondre aux usages. Quand tu fais une innovation sur YouTube, tu sais, comment on les décide, c'est par rapport à ce que nous disent les utilisateurs et les créateurs. Vraiment, c'est ça. C'est très entrepreneurial, hein. On répond à un besoin au final, quoi. Et bien sûr, les annonceurs qui viennent dans ce triptyque, en fait, contenu, usage et publicité. Donc, Et toi, tes enfants, ils regardent beaucoup YouTube? Beaucoup. Ok. Ouais. C'est cool, c'est rassurant de se dire que voilà, la nouvelle génération aussi, parce que moi, je connais personne trop de cet âge-là. Mais par exemple, tu vois, Oscar, mon aîné, qui vient d'avoir son bac, je fais une petite dédicace à Cyrus. Mais tu vois, la chaîne de l'Anti-Sèche a été une énorme aide pour la partie philo. Moi aussi, Cyrus m'avait aidé, donc c'est pour dire, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Non, mais Cyrus que j'ai reçu sur InPower, je mettrai l'épisode ici. Donc, et il y en a plein comme ça, tu vois, de Mister Géopolitiques par exemple, qui est génial pour des. Et pour mes filles, elles regardent. Il y en a une qui adore l'équitation, donc elle regarde plein de chaînes d'équitation. Il y en a une autre qui, c'est une autre histoire, tu vois, qui est grande fan de Manon parce qu'elle adore l'archéologie, l'histoire. Donc, c'est ce genre de chaîne. Et après, des trucs de pur divertissement. Écoute, je suis obligée de te poser une question aussi. C'est toujours un peu relou pour moi d'aborder le sujet de être une femme dans un monde d'hommes, ou en tout cas être une femme, devoir souligner en tout cas notre genre. Mais je me dis, tu es quand même directrice générale, je ne sais pas ce que fait du coup ton mari, mais c'est des messages que je peux recevoir aussi de la part de Cis qui me disent, en fait, moi j'ai peur d'être ambitieuse parce que, en fait, ça peut faire peur à mon mec, ou ça peut faire peur aux hommes, ou on m'a dit que ça leur ferait peur. Tu vois, comment tu as fait pour assumer tes ambitions, affirmer qui tu étais, et sans que ce soit, on va dire, detrimental, enfin en tout cas, que ça puisse poser problème dans ta relation de couple. J'ai mis longtemps à comprendre que l'ambition, c'était pas un truc vulgaire et auquel les femmes n'avaient pas le droit. Et en fait, je l'ai compris à partir du moment où j'ai rattaché l'ambition au sens. Et quand je te dis, moi, le sens que j'ai de mon job aujourd'hui, du succès de YouTube en France, c'est protéger la création, l'exception culturelle de manière responsable, en fait, c'est là que je mets mon ambition. Et à partir du moment où mon ambition, je l'ai basée sur le sens et non pas sur, tu vois, un agenda personnel, je m'en suis totalement déculpabilisée. Parce qu'il y avait une espèce de petite culpabilité, tu vois, de dire, mais en fait, ambitieuse, tu vois, c'est un côté péjoratif. Enfin, pour les femmes, que les hommes peut-être se posent pas du tout, mais bon, peut-être c'est complètement. En tout cas, moi, j'avais l'imaginaire, il y a encore ce biais-là, côté, tu vois. Et donc, tu mets ton ambition au service du sens de ce que tu fais, et d'un seul coup, voilà, elle prend toute sa virtuosité. Et moi, j'ai un homme qui me voit épanouie dans mon job, qui me voit heureuse, qui parfois est un peu inquiet parce qu'il me voit beaucoup travailler, qui est là pour, quand on disait bien s'entourer, ça vaut bien évidemment pour la sphère perso, mais de dire attention, voilà notre équilibre de vie aussi, tu vois, les 3 enfants, comment est-ce que tu maintiens tout ça.
Mais en fait, je crois que quand tu es épanouie dans ton job, tu vois, dans ta vie de femme, ça se voit, quoi. Et du coup, ton partenaire, si t'aime, ne peut qu'être heureux de ça. J'espère que tous les hommes qui nous écoutent Voilà. prennent note. Écoute, il y a quelques dernières questions que j'ai envie de te poser. Déjà, comment est-ce que tu progresses? On parlait du feedback. Moi, je suis dans la perpétuelle remise en question. Ce qui peut être un peu épuisant pour moi-même et pour les autres, mais perpétuelle remise en question. Et après, je pense que je reviens, c'est bête, sur ce chapitre de l'action par l'inaction, mais j'apprends beaucoup de ce côté-là, tu vois, de me redescendre un peu dans l'agitation que tu peux avoir justement de cette remise en question, de poser tout le temps des questions. Tu te fixes des objectifs, genre chaque année allez, cette année, je vais essayer de travailler là-dessus, ou j'aspire à... Ouais, ça me vient un peu... Enfin, je ne suis pas trop dans la programmation, en fait. Hein, Okay. Mais, donc, plutôt dans l'instantané, mais... Ou plutôt, j'ai tendance à être très organisée dans ma partie pro et à être beaucoup plus spontanée dans ma partie perso, tu vois. Et je me dis, en fait, voilà, d'apporter tout ce que je peux apporter d'un point de vue pro. Et là, oui, tu vas te fixer des objectifs, simplement parce que tu dois driver ton équipe. Ouais. Et t'as une vraie cadence à tenir. Et puis ensuite, partie perso, justement, j'essaye d'être le contre-pied de ça. Parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Et juste être en bonne santé, être ensemble, c'est une chance inouïe. Et donc, juste essayer de profiter de ça. Tout à fait. Mais Ça te manque de voyager ou pas? Parce que du coup, tu as quand même travaillé dans différents pays. Ouais, parce que, en fait, j'ai tellement voyagé avant Ouais. que je suis hyper contente d'être ancrée là. Trop bien. Ouais. Ouais, non, mais ça, je pense qu'en effet, il y a un moment peut-être où on Hyper se dit... ouais. Et tu vois, tu sens que les enfants qui grandissent, ils ont besoin de leur maman aussi, enfin de leurs deux parents évidemment, mais je sens que c'est une autre forme de présence, tu as besoin d'être très disponible. T'es pas allée aux US du coup, t'as pas travaillé aux US? Non, j'aurais adoré. Je travaille beaucoup avec les US, on fait des voyages là-bas, mais j'ai jamais vécu là-bas. Écoute, il te reste encore de nombreuses années de carrière. Ouais. Si tu avais une ressource à nous recommander, que ce soit un livre, un film, un podcast, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors moi, j'ai découvert une chaîne YouTube, alors qui date, mais que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Justement, c'est lié à François Descraques, c'est La Veillée. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne. En fait, c'est un format beaucoup le nom. qui s'appelle The Mouth. Au départ, c'est un format américain, tu vois. Et c'est tout simple. Ce sont des personnes qui viennent raconter leur histoire extraordinaire de personnes ordinaires ou de personnes connues, parce que tu as genre Jonathan Cohen en France qui est venu le faire. Et en fait, c'est un format qui est hyper simple, hyper épuré. Et c'est des histoires qui sont tellement inspirantes. D'exemples de résilience, d'exemples de dépassement de soi, d'exemples de simplicité, d'humilité. J'adore ce format. Donc, depuis que je l'ai découvert, je me fais une veillée. C'est 15-20 minutes, tu vois, par jour ou tous les 2 jours, en allant au travail, et j'adore. Trop bien. Écoute, j'irai voir. Ouais. Écoute, ça me fait penser à une autre question à laquelle j'avais pas forcément pensé, mais qu'est-ce que tu aimerais voir plus sur YouTube? J'aimerais voir plus de chaînes de créatrices millionnaires. Il y a un peu ce plafond de verre de la vraie vie que tu vois aussi sur YouTube. Et tu as encore trop peu de femmes dans le classement. On a créé, nous, une initiative qui s'appelle Elles font YouTube, qui rentre dans sa 7e année, qui aide à mettre en connexion, qui fait plein d'ateliers, des résidences, etc. C'est un mouvement, voilà, c'est un effort sur le long terme. Mais j'adorerais avoir aussi cette parité-là. C'est marrant parce que quand tu as dit millionnaire, j'ai pensé financièrement. En fait, t'entendais en termes d'abonnés. Pardon, mais bon, ça peut aller avec aussi. Ça va souvent avec. Et ça, c'est un sujet intéressant. Et un jour, j'aimerais bien faire une table ronde d'entourage là-dessus avec des créateurs et des créatrices. Parce qu'il n'y a vraiment pas le même traitement envers des créateurs ou des créatrices par rapport à l'argent. C'est que tu vois, dès qu'un créateur va partager le fait qu'il a acheté un appart ou des bureaux ou qu'il y a eu, un gros chèque. La plupart du temps, très majoritairement, ça va être salué et genre, ah waouh, bien joué gros, enfin tu vois. Et quand une femme sur YouTube va en parler, ça va, d'ailleurs, du coup, elle n'en parle pas, ça va être vraiment très mal reçu, perçu comme très, ostentatoire. Très, très... le contraire ambitieux, c'est un terme au final vénal assez objectif, mais voilà, vénal vraiment. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est culturel, tu vois, et je trouve ça vraiment dommage. Et franchement, même moi,
Alors, sur une plateforme concurrente que je ne citerai pas, j'ai vu une vidéo. Bon, après, elle en fait vraiment des tonnes, hein, mais justement, une femme qui joue la millionnaire à fond, en montrant tous ses achats, et genre, oh, trop bien de pouvoir aller à sa pause déj, s'acheter un Hermès. Enfin, je trouve qu'il y a d'autres façons de montrer qu'on a de l'argent qui peuvent être plus saines. Il y a d'autres richesses et il y a d'autres manières de se réaliser. Exactement, mais en tout cas, j'ai eu ce premier préjugé, parce que j'essaye vraiment, moi, un peu comme toi, de me remettre en question, et à chaque fois que je vais avoir un préjugé, de m'arrêter 2 secondes, et au lieu de me juger, de me dire pourquoi j'ai ce préjugé, et en fait, non, elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est ce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a, même pour des femmes assez déconstruites, encore parfois cette réaction de encore une femme qui affiche son fric, tu vois, alors qu'on l'aurait pas forcément avec Ça un va homme. mettre du temps. Ça va mettre du temps, c'est de la culture, comme tu as dit. Et il faut qu'il y en ait qui en parlent pour montrer la voie. Exactement. Enfin, pour ouvrir la voie. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas, alors qu'aux États-Unis, tu as des Cardi B, tu vois, Nicki Minaj. Ouais, et puis alors moi, fières. je pense, enfin, tu vois, il y a vraiment d'autres formes de richesse, et la première richesse est peut-être pas du tout celle de l'argent, tu vois. Non, c'est sûr, mais elle va avec, elle va avec d'autres. Enfin, moi, je le vois vraiment comme c'est un moyen, l'argent. Mais d'être chef d'entreprise ou d'être décentralisé, d'avoir fait tel accomplissement, d'avoir fait tel. Voilà. Bien sûr. Tout à fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore cette inégalité qui persiste. Ouais. Écoute, une question aussi que j'ai envie de te poser, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre au micro d'InPower? Comme je sais que tu écoutes en plus. Ah Eh bien, j'ai fait la rencontre d'une ministre. On a fait la rencontre? On a fait la rencontre. On peut le dire. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les tableaux, sur les violences sexuelles. Donc, on a fait la rencontre de Madame Rome, ministre à l'égalité des chances. Et j'ai été totalement bluffée par cette femme. Plus jeune juge de France, présidente de la cour d'assises, 30 ans de magistrature et aujourd'hui donc à ce poste de ministre depuis 6 mois. En fait, ça m'a tellement réconfortée, c'était tellement rassurant de savoir ce type de profil aux manettes de nos politiques. Quand on parlait d'agenda, pas perso, mais vraiment d'avoir du sens, moi j'ai ressenti tellement ça. J'adorais que tu puisses passer 1h30 avec elle et qu'elle nous raconte un peu plus en détail son histoire. Comme tu le sais, c'est toujours un peu compliqué de, oui, c'est vrai. Je recevoir des personnes en poste. Mais ouais. Donc, la MIF, dites-moi. Alors moi, j'ai dites-moi une en autre commentaire idée. si vous voulez quand même que je la reçoive ou si j'attends qu'elle ne soit plus au gouvernement. Donc tu as raison, mais voilà, peut-être que tu peux parler aussi de son parcours opus. avant, Elle a fait quand même 30 ans avant et que 6 mois de ministre. Donc, mais on a une nouvelle astronaute, femme. Ah, c'est vrai. Qui accompagne Thomas Pesquet. Il faut absolument que je l'ai. Je pense que ce serait génial que tu l'aies. Ouais, écoute, on espère que YouTube pourra mettre ça en place. Faudra si on peut. Trop bien. Écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Être aligné avec soi-même. Est-ce que tu dans tout ce qu'on fait. Donc, en tant que femme, dans sa vie pro, si on a des enfants en tant que maman, si on a un ou une partenaire, voilà, dans son couple ou dans sa vie intime, être aligné avec ce qu'on est. Et je crois que quand on est aligné avec ce qu'on est, on trouve sa place et du coup, on prend le pouvoir sur sa vie. Super. Écoute, merci beaucoup Justine. Merci Louise. C'était hyper chouette d'échanger avec toi. Écoute, quand même, pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi ou sur tes actualités, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Sur Twitter, c'est très bien. Ok. OMP sur Twitter. Justine Rist. Justine Rist. Allez, je mettrai ça dans les notes. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Louise, à bientôt.